sur l'excellente suggestion de Marta Desridac, présidente du groupe d'études économie circulaire, que je remercie. Les métaux stratégiques, qu'il s'agisse des terres rares, du lithium, du cobalt ou encore du tungstène, sont au cœur de notre transition écologique. Ils sont indispensables pour fabriquer des batteries, fabriquer des panneaux solaires, des éoliennes ou encore des dispositifs électroniques. En d'autres termes, ils sont les piliers des technologies de demain. Leur extraction repose toutefois sur des ressources limitées, concentrées dans quelques régions du monde, ce qui nous rend vulnérables à des tensions géopolitiques et à des fluctuations de marché. L'exploitation minière peut par ailleurs être source d'impacts environnementaux et sociaux relatifs à la pollution, à la destruction des écosystèmes et à des conditions de travail parfois indignes. Face à ces constats, le recyclage des métaux stratégiques apparaît comme une réponse incontournable. Pourtant, relever ce défi est loin d'être simple. Les obstacles sont à la fois techniques. L'extraction de ces métaux des déchets mobilise des procédés sophistiqués et coûteux. Économiques, dans bien des cas, recycler coûte encore plus cher que d'extraire. Ou encore organisationnels. Trop d'équipements contenant ces métaux finissent encore dans des décharges ou sont exportés illégalement. Pour autant, les opportunités sont réelles et immenses. La France et l'Europe ont une carte à jouer pour devenir leaders dans le recyclage des métaux stratégiques. Cela passe par le développement de technologies innovantes, par une meilleure organisation des filières de collecte de tri, ainsi que par la mobilisation des acteurs industriels, des territoires et des citoyens pour construire les chaînes de valeur durables. Nous accueillons aujourd'hui, pour discuter de ces enjeux, Guillaume Pitron, journaliste spécialiste de la géopolitique des matières premières, auteur notamment du livre « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique ». Manuel Burnand, directeur général de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, et Olivier François, président de la Confédération européenne des industries de recyclage. Je souhaiterais d'abord vous entendre sur la situation du recyclage des métaux stratégiques en 2024, en France et en Europe. Le recyclage pratiqué aujourd'hui est-il suffisant? Si ce n'est pas le cas, comment pouvons-nous mobiliser les politiques publiques en France, comme en Europe, pour améliorer le recyclage des métaux stratégiques et ainsi renforcer notre indépendance économique dans des secteurs clés pour la transition écologique? Je vous remercie pour votre présence et sans plus attendre, je vous laisse la parole pour un propos liminaire de quelques minutes. Peut-être commencer par vous, on va aller dans l'ordre. Monsieur Pitron, je vous donne la parole. Sur un bouton. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices, les sénateurs, merci infiniment pour votre invitation. Quelques propos liminaires pour rebondir sur votre introduction. Nous rentrons dans un monde qui, nous l'espérons tous, sera bas carbone, mais qui sera haute matière. C'est-à-dire qu'à mesure que nous allons tenter et réussir à baisser nos émissions de dioxyde de carbone, par la même occasion, nous allons dans les prochaines décennies, l'humanité et la France en particulier, et vous et moi individuellement, consommer davantage de ressources. Et les chiffres qui sont proposés notamment par différentes institutions internationales confirment cette tendance à la hausse. Je parle par exemple de l'OCDE qui en 2018 a produit une étude et qui indique qu'en 2060, l'humanité consommera 2,5 fois plus de matière qu'elle n'en consommait en 2011. Le rapport de Deloitte de 2023, intitulé Circularity Gap Report, indique cette même tendance et d'ailleurs conclut ce rapport par une phrase intéressante et choc. Ils disent « We live in an overshoot era ». Donc nous sommes dans une ère de l'humanité où nous sommes shootés aux matières premières. La transition énergétique et la transition numérique accélèrent cela. Ils accélèrent nos besoins de matières premières. Ce sont des révolutions qui permettront de faire baisser nos émissions de CO2, mais elles vont nous faire consommer davantage de métaux. Et comme Monsieur le Président l'a dit, il faut quantité de matières premières, minérales et métalliques pour fabriquer des voitures électriques, des batteries et également pour fabriquer des éoliennes. Je rappelle que l'intensité matière d'une éolienne est infiniment plus importante que l'intensité matière d'une centrale à charbon. Il faut 5, 6, 10, 15 fois plus, ça dépend des technologies vertes, de ressources, notamment du cuivre pour les éoliennes offshore
et par rapport à une centrale à charbon, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas déployer des éoliennes offshore, je préfère cela à des centrales à charbon, mais pour autant l'intensité matière est plus forte. Et donc finalement nous basculons vers un monde bas carbone, mais un monde haut métaux, et un monde haute matière, parce que nous avons besoin de matières premières pour tous nos besoins de la vie quotidienne, pas seulement pour les énergies ou pour le numérique, mais pour autant, nous basculons vers un monde où la transition énergétique et numérique, c'est deux transitions qui se tiennent par la main, puisqu'on ne peut pas faire de numérique sans énergie verte, ça s'appelle le numérique responsable, et on ne peut pas faire d'énergie verte sans numérique, ça s'appelle le pilotage informatique des réseaux. Donc ces deux transitions sont fondées sur des matières premières, des métaux stratégiques, elles se tiennent la main, et elles concourent à un monde haut métaux. Et finalement, ce que j'ai perçu, et je serais intéressé à en parler avec mes voisins, c'est que nous ne ferons pas un monde soutenable, responsable, durable, si nous faisons un monde bas carbone et haute matière. Et en fait, nous sommes engagés dans un monde qui doit être à la fois bas carbone et basse matière, et bas métaux. Et si nous n'y arrivons pas, en fait, notre transition sera étriquée. Elle aura été faite à moitié. Et nous sommes un peu finalement comme les automobilistes au passage à niveau. Il y a un premier train qui passe, ça s'appelle le train de la transition énergétique. Sauf que, vous savez, il cache un second train. Et ce second train, c'est le train de la transition vers le monde bas métaux et de la transition circulaire. Et je suis persuadé qu'en fait, la véritable révolution qui nous attend dans les 20-30 prochaines années, c'est peut-être certes, dans une certaine mesure, très importante parce que c'est notre priorité, la révolution verte, mais finalement, elle cache une autre révolution bien plus ambitieuse, qui est la révolution basse matière, et c'est la révolution circulaire dans laquelle on trouve le recyclage. Alors, la table ronde est intitulée recyclage. Je suis quand même obligé de le replacer dans le contexte de l'économie circulaire au sens large du terme. Un recycleur ne peut rien s'il n'y a pas d'abord un éco-concepteur qui fabrique des téléphones portables recyclables. Parce que à quoi ça sert de fabriquer un téléphone qui n'est pas recyclable? Au bout du compte, le recycleur restera au chômage. À quoi ça sert pour un recycleur d'avoir un écosystème de collecte des métaux stratégiques qui n'est pas organisé et qui finalement ne permet pas la collecte des métaux stratégiques? Si on ne sait pas où se trouvent géographiquement les déchets électroniques notamment, ou s'ils sont éparpillés aux quatre coins de l'Afrique et qu'on ne peut pas les rassembler pour pouvoir les recycler, ça ne sert à rien. Donc en fait, le recyclage fait partie de cet écosystème plus large d'activités qui s'appelle l'économie circulaire, qui commence par la mine responsable, parce que la mine responsable est déjà une mine qui déploie le recyclage, notamment le recyclage de l'eau. Il faut beaucoup d'eau pour produire du cuivre au fin fond du Chili, lequel cuivre servira notamment à fabriquer une voiture électrique. Or, l'eau doit être déjà recyclée dans les processus de raffinage des métaux. Donc déjà, le recyclage commence là. C'est le recyclage des matières premières qui servent aux métaux. Et puis après, il y a l'éco-conception, il y a l'écologie territoriale industrielle, comment est-ce que je récupère des ressources qui vont être recyclées, donc toute cette symbiose industrielle doit être développée, la réparabilité des objets, l'allongement de leur durée d'usage également doivent être travaillés, et puis in fine, en bout de chaîne de l'économie circulaire, on trouve le recyclage. Mais le recyclage n'intervient qu'à la toute fin, en dernier recours, à l'aval de toutes ces premières mesures qui doivent être mises en place, et surtout, ça fait partie d'un tout cohérent. On ne peut pas faire de recyclage sans également développer les 6 autres piliers de l'économie circulaire, et les 6 autres piliers de l'économie circulaire permettent précisément de favoriser le recyclage. Ce recyclage est difficile. Il est difficile parce que, en fait, il peut être, en tout cas, il est un défi. Il peut être tantôt relativement aisé pour des matières premières telles que le cuivre, le fer, le zinc, le plomb, qui sont des matières qui d'abord sont produites en gros volume, et donc il y a des effets de volume au moment du recyclage qui permettent en fait de baisser les coûts de recyclage de la matière. De la même façon, une coque en aluminium d'un téléphone portable se recycle très facilement parce que la coque est en aluminium pur, et donc de la sorte, il suffit finalement de mettre toutes les coques dans la casserole et puis de faire fondre la casserole et on récupère de l'aluminium pur. En revanche, il est plus malaisé lorsque le recyclage est celui des métaux stratégiques qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur. On recycle très bien l'or, l'argent, le palladium, qui sont des métaux qui ont une grande valeur. Mais en revanche, on recycle beaucoup moins bien les métaux qui ont une valeur tout à fait relative, et surtout dont la valeur de recyclage, le coût de recyclage est plus élevé, vous l'avez dit, Monsieur le Président, que le coût du métal à la mine.
je vous pose une question tout à fait simple et peut-être un petit peu absconde, mais est-ce que vous avez déjà essayé de recycler de la mayonnaise ? Est-ce que vous avez déjà essayé de récupérer une vieille mayonnaise et de séparer l'œuf du poivre, du sel, de la moutarde, de l'huile d'olive et dire je vais faire une seconde mayonnaise avec les ingrédients de la première mayonnaise que j'avais essayé de recycler. La mayonnaise, elle partira à la poubelle, elle partira aux poules, mais elle ne sera pas recyclée. Eh bien, c'est pas beaucoup plus simple avec un aimant de terre rare qui se trouve dans votre téléphone portable. Je vous remercie infiniment d'avoir mis votre aimant en mode vibreur. C'est lui qui, en fait, le vibreur est fait de terre rare. Et les terres rares dans votre aimant qui fait la taille de l'ongle de mon auriculaire, donc cet aimant est fait de néodyme, une terre rare légère, de fer et de bore. Recycler, donc séparer le néodyme, le fer, le bore dans cet aimant et refaire un nouvel aimant à la base du premier, c'est pas beaucoup plus simple que de recycler une mayonnaise. Et parce que le process est extrêmement complexe sur le plan technologique, parce qu'il requiert beaucoup d'énergie, des produits chimiques, parce qu'il met du temps, parce qu'il est cher, finalement c'est beaucoup moins cher de retourner à la mine chercher un peu de néodyme matière primaire par opposition à la matière secondaire qui est recyclée. Et donc la difficulté aujourd'hui des modèles de recyclage, de ces métaux stratégiques, et je pourrais parler du lithium, je pourrais parler également du cobalt qui se recycle un petit peu mieux, mais je pourrais parler de tous les petits métaux de spécialité, gallium, germanium, indium, tantal, qui se recycle un peu mieux lui aussi, mais tous les petits métaux de spécialité qui servent au numérique sont des métaux qui sont difficiles à recycler. Et donc tout l'enjeu va être pour les industriels en fait de développer, de trouver dans les prochaines années un modèle économique qui leur permet d'être compétitifs par rapport à celui des industriels à la mine. Et je terminerai juste mon propos liminaire, et je ne voudrais pas trop empiéter sur ce que diront messieurs François et Burneau, mais en vous disant que l'un des défis, c'est que en fait, les cours des matières primaires sont très fluctuants. Et donc, par définition, lorsque vous avez un lithium qui cote à 3 fois plus que son prix actuel, eh ben, forcément, le recyclage est d'autant plus possible sur le plan économique que quand bien même son coût serait très élevé, il reste compétitif par rapport à un lithium qui se vend très cher la tonne. Inversement, quand le lithium est très bas, comme c'est le cas aujourd'hui, le cours du carbonate de lithium ou de l'hydroxyde sont très bas, eh bien forcément ça fragilise d'autant le modèle économique du recyclage. Donc les recycleurs sont aussi tributaires, non seulement, je dirais, de leur propre processus industriel et de leurs modèles économiques internes, mais ils sont également dépendants d'une conjoncture géopolitique, économique, géoéconomique, sur laquelle ils n'ont pas de prise et qui va d'un jour à l'autre, potentiellement au gré des variations, voire de la volatilité des cours, eh bien, va faire fortement évoluer leur modèle économique. Et le modèle économique du lundi n'est plus le modèle économique du mardi. Et donc, dans ce contexte très fluctuant, très changeant, très instable, eh bien, il faut réussir à faire un monde qui soit à la fois bas carbone et basse matière. Je vous remercie. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc, Olivier François, je suis président de la Confédération européenne du recyclage, basée à Bruxelles. Nous avons créé il y a 10 ans maintenant cette Confédération des industries du recyclage qui s'appelle EURIC, dans le but évidemment d'avoir une interaction avec les autorités européennes et les services administratifs de la Commission. Et nous avons suivi évidemment avec beaucoup d'attention, vous l'imaginez, ce Critical Raw Material Act, cette mise en place de cette disposition réglementaire sur les matériaux critiques et stratégiques. Pour faire juste et immédiatement la transition avec ce que vient de dire M. Guillaume Pitron et que je soutiens évidemment dans la totalité de son intervention, et juste en effet sur ce point que vous venez d'évoquer sur la variation des prix des matières, et en particulier on l'a vu sur le lithium qui est évidemment une matière, un métal qui est souvent évoqué dans les médias comme étant l'élément critique pour les batteries des véhicules électriques, etc. En effet, si vous regardez l'évolution du prix de cette matière, c'est sidérant. On peut avoir presque un facteur 10 sur l'évolution des prix entre un moment de tension qui était celui des années 2022 à peu près et aujourd'hui. Voilà. Donc pour investir dans du recyclage sur une matière, nos entreprises du recyclage ont besoin d'une visibilité. Et il est absolument clair aujourd'hui que la variabilité en particulier, vous le savez probablement parce que là aussi c'est souvent, l'écho s'en fait souvent dans les journaux, en particulier les journaux à caractère industriel comme l'Usine Nouvelle ou les Échos, etc. La chimie même des batteries utilisées pour les véhicules électriques est encore à déterminer. On est parti avec une chimie il y a quelques années qui était orientée sur lithium, nickel, cobalt. Et aujourd'hui, c'est sidérant de voir que les constructeurs automobiles abandonnent
quasiment. Cette technologie qui mobilisait des métaux rares et coûteux, comme le cobalt, là il faut quand même le dire, celui-là vraiment il pose un problème puisqu'il n'y a quasiment que le Congo qui peut le fournir, pour passer aujourd'hui au lithium fer phosphate. Bon. Donc, et là, désolé, mais le lithium fer phosphate, pour un recycleur, c'est pas le Pérou. Le lithium c'est le Chili, mais là, le lithium fer phosphate, ça n'a aucune valeur. Je veux dire, donc, vous voyez, alors même qu'on nous demande ou qu'on précise dans les réglementations comme le Critical Raw Material Act qui est sorti au niveau européen d'accélérer sur le problème du recyclage, même sur ce sujet extrêmement pointu des batteries pour véhicules électriques ou pour dispositifs de mobilisation douce comme on dit, eh bien non, je veux dire, on ne peut pas investir à partir du moment où nous n'avons aucune visibilité sur quelle sera la chimie demain des batteries qui sont utilisées. Nous avons au moins, nous, besoin pour amortir une installation, comme tout le monde, comme tout industriel, d'au moins 10 ans de visibilité sur ce qui va se passer devant nous. Bon, là, on n'a absolument pas cette visibilité. Pourtant, vous voyez, sur un élément aussi essentiel sur le plan économique que les batteries de véhicules électriques. Alors, je ne vous parle pas, évidemment, des petits objets comme ce qu'on peut trouver dans l'électroménager, ou etc. Bon, ça, c'était un premier point, et je pense qu'effectivement, cette question de la variabilité des prix qui ne nous permet pas d'avoir cette visibilité pour investir est absolument essentiel. Alors, je voudrais aussi, vous l'avez dit, Monsieur Pitron, tout à l'heure, évoquer sur, par exemple, la question des aimants permanents. Cette fois-ci, je ne vais pas parler dans mon introduction là des batteries pour véhicules électriques ou équivalents, mais cette fois-ci sur les aimants permanents, parce que là aussi, on nous oppose souvent en disant pourquoi les recycleurs, vous ne recyclez pas les terres rares, qui ne sont pas rares, par ailleurs, vous le savez tous, je l'espère, les terres rares qui sont dans les aimants permanents, et je pense vraiment que votre image, Monsieur Pitron, de la mayonnaise est parfaitement adaptée. Bien sûr qu'il y a des aimants permanents qui contiennent des terres rares. C'est vrai, mais d'abord en quantité extrêmement faible. Et démêler, si j'ose dire, comme vous l'avez utilisé dans votre image, démêler les terres rares, le néodyme par exemple, qui va se trouver dans un aimant constitué essentiellement de ferrite, c'est-à-dire d'oxyde de fer, je veux dire, franchement, c'est une opération qui, du point de vue économique, ne tient pas la route. Voilà, il faut être clair là-dessus. Bon. Et par ailleurs, j'ajouterais aussi qu'on flèche souvent les appareils électroménagers comme contenant des éléments comme les terres rares. Bon, il faut quand même que tout le monde sache bien que les appareils électroménagers grand public sont des appareils bon marché. S'ils sont bon marché, c'est qu'ils ne contiennent rien qui a de la valeur. C'est juste une tautologie ce que je dis là, mais c'est une évidence qui est pas souvent relevée. On trouve des matériaux en concentration importante et qui du coup concentrent une valeur importante dans des objets technologiques. Et vous l'avez dit, Monsieur Pitron, par exemple, dans les moteurs ou les transformateurs qui sont dans les nacelles des éoliennes. Là, oui, on va trouver effectivement des aimants permanents contenant en effet une concentration significative de terres rares. Mais dans ce cas-là, on ne va pas les détruire, on va les réutiliser. C'est comme pour les voitures électriques. Vous avez des moteurs électriques dans une voiture électrique qui en effet contiennent à la fois beaucoup de cuivre et à la fois des aimants parfois permanents, mais je sais que vous avez effectivement produit plusieurs rapports intéressants sur cette question, pas toujours, puisque les moteurs synchrones peuvent éviter les aimants permanents, mais dans un certain nombre de cas aujourd'hui contiennent des aimants permanents avec des terres rares. Mais enfin, on ne va pas les détruire. Je veux dire, on ne va pas les détruire pour aller chercher l'œuf, l'huile et les éléments qui le composent. On ne va pas faire ça. Pourquoi ? Parce que les moteurs électriques dans une voiture électrique, ils peuvent vivre au moins 1 million de kilomètres. On n'est plus du tout dans le même modèle économique que les moteurs thermiques. Un moteur thermique, tout le monde est bien placé, je pense, ici, pour savoir qu'en général, quand on arrive à 200 000 kilomètres, ça commence à poser des soucis. Un moteur électrique, pas du tout. Et un moteur électrique, si le véhicule électrique, pour différentes raisons, demain, quand il sera en fin de vie, doit être recyclé, les moteurs électriques, on va surtout faire ce que maintenant, d'ailleurs, et je laisserai la parole à Manuel Burnand, donc le directeur général de Federec, pour en parler. La Federec a ajouté un R dans son nom, c'est parce que jusqu'à maintenant, il y avait recyclage, il y avait un seul R dans Federec pour recyclage, maintenant il y a 2 R. Le deuxième R, c'est réemploi. Je veux dire, toute cette histoire ici doit vraiment ne pas faire perdre de vue le réemploi. Les moteurs électriques qui sont dans les véhicules électriques, il faut les réemployer. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on est sûr d'1 million de kilomètres avec. Mais si ça se trouve, c'est plus.
Et donc, ça serait absurde d'aller chercher le cuivre ou les terres rares qui sont dedans. Il faut les réemployer pour ce qu'ils sont. Ça a beaucoup plus de valeur dans ce sens. Voilà. Bon. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important. Et juste, effectivement, pour ne pas abuser de ce temps d'introduction, vous l'avez dit, Monsieur Pitron, vraiment, on passe en effet d'un modèle économique entièrement basé sur le carbone à un modèle économique basé sur le métal. Votre introduction était très claire sur ce sujet et je ne peux là aussi que vous soutenir dans cette approche. Sachez, gardez en mémoire qu'une simple éolienne offshore, il y a différents modèles, mais on va prendre une moyenne, c'est 1000 tonnes d'acier. 1000 tonnes d'acier, juste pour une éolienne offshore. Bon, donc oui, c'est vraiment clair qu'on a une évolution extrêmement rapide dans ce domaine et que si on veut avoir un outil de production électrique à la hauteur, que ce soit une centrale nucléaire, elle aussi, il faut beaucoup d'acier, ou une simple éolienne, c'est des quantités de métaux considérables, sans parler même, vous voyez, de criticité ou de métaux stratégiques. Et puis, une toute dernière incise, justement, puisque je viens d'évoquer les réacteurs nucléaires, c'est l'acier inoxydable. On en parle peu, on parle de l'aluminium, on parle du cuivre, mais l'acier inoxydable est le vrai traceur du caractère industriel d'une nation. C'est ça le vrai traceur. Regardez un réacteur d'avion. Quand Safran fait un réacteur d'avion, c'est de l'acier inoxydable qui compte. Ce n'est pas de l'aluminium, du cuivre ou quoi que ce soit d'autre. C'est de l'acier inoxydable. L'acier inoxydable, juste terminer sur ce chiffre, en Europe, 95% de l'acier inoxydable qui est fait en Europe, dans un objectif vraiment de haute technologie industrielle, c'est ça l'acier inoxydable, il est à 95% fait à partir d'acier inoxydable recyclé. Ce chiffre est peu connu, mais c'est un chiffre extrêmement important. Et si demain, vraiment, l'Europe et la France devaient se diriger vers vraiment une industrie ou une réindustrialisation, enfin, personnellement, il me semble que c'est vraiment dans ce domaine, vraiment de la haute technologie qu'il faut aller. C'est ça l'avenir de nos régions. C'est de la haute technologie basée sur des métaux comme l'acier inoxydable, la réalisation de moteurs d'avions, vous voyez, de centrales nucléaires. Bon, voilà, c'était juste pour donner une sorte aussi de vision, voilà, sur vers quoi devons-nous aller demain. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Burdin. Oui, bonjour à tous. Je reviens sur deux minutes. Effectivement, le sujet du réemploi, qui est un axe fort de développement pour la fédération, Fédération française du recyclage, du réemploi et de l'économie circulaire. On a dit les EC à la fin, en tant qu'à faire, ça s'appelle économie circulaire. Un axe fort aussi sur l'innovation, puisque dans la révision de nos statuts qui a eu lieu au moment de Polytech, voilà, on a décidé de s'associer, d'intégrer en notre sein l'ensemble des entreprises de l'innovation du secteur et de manière à avoir cette vision un peu scientifique, affinée et ses perspectives. Pour essayer de donner quelques éléments de réponse à la question de Jean-François Longeau sur le bilan 2024. Et pour faire le lien avec nos sujets, la profession, elle a un certain nombre d'expériences. Elle a une expérience sur les pots catalytiques, par exemple. C'est-à-dire qu'on a vu, effectivement, rappelez-vous, ces pots catalytiques qui sont arrivés il y a une trentaine d'années, déjà un certain nombre de pratiques pour aller récupérer des composants en petite quantité. Donc, il y a une première expérience avec, effectivement, ce qu'on a pu constater, c'est que la tendance des metteurs en marché, considérant la valeur de ces matériaux au début, au fur et à mesure des générations de voitures, et on fait le parallèle avec ce qui s'est passé sur les batteries, mettre des matières à moindre valeur. Donc voilà, il y a cette première expérience. Il y a sur les déchets électriques et électroniques, qui est la filière en France qui est la plus mature, je dirais, et qui est une des plus performantes pour le coup en Europe, puisque l'organisation qui a été définie par la France avec des unités très sectorisées, une pour les réfrigérateurs, une pour les petits appareils en mélange, une pour les machines à laver, donc des technologies séparées, ça a permis à la France et au secteur du recyclage de faire quand même une belle performance technique et économique de récupération des matières, toutes matières, que ce soit les matières stratégiques qui ont été évoquées, mais également les plastiques ou tout le polyuréthane qui est dans les mousses d'isolation des réfrigérateurs. Donc voilà, je dirais un cas d'exemple réussi. On a également l'exemple des cartes électroniques où, je dirais, la profession a su progresser sur ces sujets-là. Je pense que pour le futur, on a bien cerné qu'effectivement, par rapport au gisement, il y a un certain nombre de domaines et on ne pourra pas généraliser. C'est-à-dire qu'il y a le sujet des panneaux solaires, il y a le sujet des batteries et on a effectivement sur le marché à peu près 200 chimies. Alors je parle aux batteries des véhicules électriques et hybrides, à peu près 200 chimies de batteries qui ont été
testés. On a ce même phénomène sur les panneaux solaires, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on réfléchit entre la performance du panneau solaire, son prix de revient par rapport aux matériaux qu'on va mettre dedans, il y a des équations permanentes qui évoluent et je dirais on n'a pas encore stabilisé tout ça. Alors j'ai l'impression que sur les batteries automobiles, on est en train de se stabiliser un peu et notamment on a ce sujet majeur du risque incendie. Vous savez que le lithium, donc au contact de l'humidité ou de l'eau, prend feu. On a pu témoigner notamment dans cette assemblée des drames que génère cette dissémination des batteries lithium dans tout un tas de produits et le risque considérable qu'on a aussi bien pour les particuliers que les entreprises. Et donc on a aussi cette question du risque qu'on doit prendre dans notre réflexion globale. Et voilà, on est dans un petit peu un apprentissage collectif pour essayer de mettre un peu 2-3 exemples mis en perspective. Moi, dans les drivers, je dirais les éléments moteurs de cette économie circulaire, on a eu, et conjointement avec l'État, cette réflexion sur comment aider le recyclage en général par rapport à l'enfouissement. Et donc le choix qui a été pris par la France ces dernières années, on a vu que ça a aidé. Je vais prendre un exemple qui est celui des résidus de broyage légers. Alors ça vous parle peut-être pas, mais quand vous broyez une voiture, vous avez une fraction aspirée, donc tout ce qui est textile, mousse, etc., ça part dans une fraction aspirée. Très longtemps, cette fraction, elle a été mise en centre de stockage. Et le fait que le prix de la mise en décharge est augmenté, ça a permis aux entreprises de recyclage de développer des technologies et de rentabiliser un processus alternatif qui est celui de la valorisation. Donc là, c'est un bon retour d'expérience sur effectivement comment un élément de marché, des dispositions, je dirais, de l'État, ont favorisé le recyclage. Et il faut dire qu'au cours de ces 20 dernières années, le monde du recyclage, donc nos installations, ont acquis un niveau de développement de technologie considérable. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est largement déployée dans nos installations. On utilise toutes les techniques, je dirais, qui étaient peut-être à l'industrie minière au départ, ont été transposées à l'industrie du recyclage, et d'autres arrivent sur la lecture atomique, moléculaire, que ce soit des molécules de plastique ou d'autres composants. Voilà. Et puis pour terminer, pour rester sur ce premier niveau d'introduction, peut-être un point d'attention sur les alliages. C'est-à-dire que quand on part du minerai, on fabrique un alliage avec une qualité attendue par rapport à une nécessité technique. Nous, quand on est sur le recyclage, on va être capable de dissocier un certain nombre d'éléments, mais on aura une nuance sur les aciers. Les aciers, vous savez, qui sont séparés par magnétique, par aimant. Les aluminiums sont séparés par induction. Et donc, ça veut dire qu'on va regrouper les différentes qualités d'aluminium. Après ça, maintenant, on est en train de construire à l'étape d'après, c'est-à-dire de séparer les différentes nuances d'aluminium en fonction des éléments d'alliage. Et le travail, il reste à faire sur le cuivre. Donc voilà, juste qu'on ait en tête que le recyclage, quand on creuse, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Bien, je vous remercie. Je vais donner la parole à Martha de Cidrac, présidente du groupe d'études économie circulaire. Merci, Président. Mes chers collègues, messieurs les intervenants, je souhaite intervenir en ma qualité de présidente du groupe d'études économie circulaire et je remercie Monsieur le Président Longeot d'avoir retenu ma proposition d'organisation d'une réunion de commission sur le thème crucial du recyclage des métaux stratégiques qui constitue un enjeu central pour l'économie circulaire. Vous l'avez rappelé d'ailleurs, messieurs les intervenants, dans vos propos introductifs, déjà très riches en fait de réflexions sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. Dans un contexte d'augmentation exponentielle de la demande au niveau mondial, en raison du développement des produits nécessaires à la transition écologique, il est plus que jamais nécessaire de sécuriser l'approvisionnement en métaux stratégiques. Cela a effectivement été rappelé. Le recours aux métaux recyclés permet de renforcer cette sécurité d'approvisionnement tout en minimisant l'empreinte environnementale de l'extraction et en favorisant l'essor en France de l'industrie verte avec les limites qui ont été rappelées là encore par notamment Guillaume Pitron. Donc cette montée en puissance en fait, du recyclage que l'on souhaite se heurte à des contraintes à la fois techniques et économiques et néanmoins apparaît aujourd'hui comme une priorité. Elle nécessite une mobilisation aussi bien en amont, en favorisant l'éco-conception des produits incorporant des métaux stratégiques, qu'en aval, en développant des filières de collecte de tri et de recyclage adéquates.
Ma première question s'adresse plus particulièrement donc à Guillaume Pitron. En 2018, dans votre livre « La guerre des métaux rares », votre approche du recyclage des métaux apparaissait particulièrement pessimiste. Vous déploriez, je cite, les promesses déçues du recyclage liées à la difficulté technique de séparer les différents composants d'un alliage. Vous avez évoqué l'exemple de la mayonnaise, donc je reviens sur ces propos-là. 6 ans plus tard, votre regard a-t-il évolué malgré tout? Les avancées technologiques récentes et la généralisation des démarches d'éco-conception ont-elles, selon vous, contribué à rendre le recyclage des métaux stratégiques plus économique, plus écologique? En tout cas, est-ce que cela en prend le chemin? Puisque vous faites un constat, mais j'aimerais savoir dans quelle trajectoire, selon vous, aujourd'hui, nous nous inscrivons. Ma deuxième question est relative aux politiques publiques nationales. Lors des Assises des déchets 2024 à Nantes, la ministre Agnès Pannier-Runacher a annoncé le lancement d'un plan qui viserait à adopter d'ici mai 2027, donc demain, des mesures pour améliorer la recyclabilité des matières premières critiques. En dépit de la situation politique particulière, cette annonce gouvernementale était suivie des faits. Quelles mesures sont aujourd'hui, selon vous, nécessaires pour améliorer cette éventuelle recyclabilité des métaux stratégiques? Faut-il prioriser une approche normative en introduisant des exigences renforcées ou miser davantage sur des dispositifs de financement adaptés? Favorisons l'innovation et le développement des infrastructures. Je souhaiterais enfin vous entendre sur la question du cadre européen. La législation européenne adoptée en mars 2024 sur les matières premières critiques renforce la sécurité et la durabilité de l'approvisionnement en métaux stratégiques au sein de l'Union européenne. Afin de réduire la dépendance d'approvisionnement, la législation prévoit que d'ici 2030, 25% des matières premières stratégiques utilisées en Europe devront provenir du recyclage. Cette législation prévoit divers leviers pour y parvenir, comme l'accès simplifié au financement, la réduction des freins administratifs ou encore le développement de la récupération des matières critiques dans le flux du déchet industriel. Quel est votre avis, messieurs, tous les trois qui êtes présents ce matin avec nous sur cette législation inédite? Estimez-vous que les moyens alloués sont à la hauteur des objectifs fixés par l'Union européenne? Et comment la France peut-elle jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre de ces mesures? Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants. Je suis heureux de retrouver Monsieur Pitron, auteur de l'enfer du numérique, on avait eu l'occasion de rencontrer à l'occasion de l'examen au sein de cette commission de la proposition de loi sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, où on avait parlé aussi beaucoup d'éco-conception. Donc cette table ronde sur le recyclage des métaux stratégiques est effectivement important. Je remercie Marta de Cidrac d'avoir été à l'initiative de celle-ci, parce que effectivement, le développement du recyclage permettrait de réduire la pression sur les mines naturelles et donc sur l'environnement et sur la biodiversité. Mais sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, on a le sentiment que les choses évoluent guère, puisqu'il y a déjà plus de 10 ans, j'avais eu l'occasion de travailler sur un rapport parlementaire où on parlait du potentiel des mines urbaines. Et puisque une mine urbaine permettrait, une bonne exploitation permettrait de réduire les exploitations naturelles. On parle par exemple d'une réduction de 40% pour le cuivre et le cobalt, 25% pour le lithium et le nickel, si il y avait ce recyclage. Et la question, c'est si les mines urbaines étaient bien exploitées, pourraient-elles suffire au développement industriel et garantir notre souveraineté énergétique? Mais aujourd'hui, la question que l'on peut se poser, est-ce qu'on ne passe pas à côté de ces mines urbaines en France et en Europe? Alors, quels sont les freins identifiés pour le recyclage de ces métaux stratégiques? Vous avez parlé du cuivre notamment. Et comment expliquer aujourd'hui que des projets industriels importants de recyclage de batteries, notamment dans notre pays, aient été suspendus faute de débouchés en Europe? Donc comment expliquer ce paradoxe entre une demande croissante de métaux stratégiques et un manque de marché pour les matériaux recyclés sur le territoire national? Et comme nous avons un représentant d'un éco-organisme,
quelle est aussi la part de responsabilité des éco-organismes? Est-ce que les cahiers des charges de ceux-ci sont-ils suffisamment ambitieux pour atteindre les objectifs, et peut-être aussi la question de la gouvernance de ceux-ci? Merci. Merci. Je vais donner la parole à Audrey Bellim. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour ces éléments, et notamment à vous, Guillaume Pitron, pour votre livre sur la guerre des métaux stratégiques. Un livre qui nous a collectivement ouvert les yeux sur les nouvelles dépendances de nos approvisionnements pour conduire les transitions écologiques et numériques. Et il est vrai que c'est une réflexion que nous partageons pleinement depuis nos territoires insulaires. Et je note d'ailleurs que vous soulignez à quel point le nickel calédonien est stratégique dans votre livre. Toutefois, ma question concerne mon territoire, La Réunion, et le devenir des batteries électriques lithium-ion usagées. Les acteurs locaux, notamment le syndicat de l'importation et du commerce de La Réunion, a rencontré plusieurs porteurs de projets et l'AFD pour envisager une filière de recyclage ou de réemploi des batteries usagées déjà trop nombreuses à La Réunion. Cependant, et cela a été rappelé dans les propos introductifs, l'évolution des technologies de batterie rend impossible un tel investissement financier, d'autant plus que depuis nos territoires insulaires, il n'y a pas de gisement suffisant. Les solutions d'exportation régionale ne sont pas possibles, et cela au regard de la Convention de Bâle qui ne nous permet pas d'exporter ou d'importer des déchets dangereux au dehors des pays de l'OCDE. Une dérogation au titre de notre statut européen de région ultra-périphérique serait peut-être utile pour renforcer la coopération dans notre bassin régional. À côté de nous, l'île Maurice va accueillir une usine de fabrication de batteries lithium-ion. Il peut y avoir éventuellement une opportunité de finalement mutualiser avec la Réunion. Cependant, la seule solution reste à ce stade l'exportation vers l'Hexagone via un nouveau dispositif plus sécurisé conçu par Suez, et cela impliquerait une péréquation nationale de la part de la future filière REP pour absorber les surcoûts liés à l'exportation. Cependant, ce transport maritime restera confronté à un enjeu de sûreté, d'assurabilité, du risque notamment d'incendie. Et enfin, la pandémie Covid-19 nous a démontré la désorganisation des chaînes de logistique, les fortes réticences de CMA-CGM à transporter certains flux de déchets. Et cela nous fait craindre finalement une solution d'exportation vers l'Hexagone qui ne soit pas du tout résiliente. Enfin, donc, ma question serait de savoir si vous envisageriez d'autres solutions, peut-être d'autres acteurs, qui pourraient nous permettre de traiter ces déchets sur notre territoire insulaire et des solutions finalement plus résilientes et plus respectueuses de notre environnement. Je vous remercie. Merci. Après cette série de questions, je vais vous donner la parole pour répondre à nos trois intervenants et après je donnerai la parole aux intervenants suivants. Merci. Je vous remercie. D'abord, je note depuis quelques années, je dirais 2, 3, 4 ans, une prise de conscience. Je pense que le Covid a beaucoup apporté à cela. Pendant le Covid, rappelez-vous, pendant 3 semaines, on n'avait pas de masques, parce que c'est les Chinois qui produisaient des masques. Et puis, l'histoire de ce porte-conteneur qui reste bloqué pendant une dizaine de jours dans le canal de Suez en 2021 fait prendre conscience que la mondialisation fonctionne très bien jusqu'au moment où vous avez un maillon stratégique qui, tout d'un coup, lui, est dysfonctionnel. La guerre en Ukraine, la fragilité sur les approvisionnements en gaz russes fait prendre également conscience de notre fragilité stratégique. Et je pense que l'enjeu du recyclage, il a été, plus généralement, des approvisionnements en métaux stratégiques, de notre dépendance à ces ressources, mais également du recyclage pour pouvoir ajouter aux sources d'approvisionnement en matières primaires des sources d'approvisionnement additionnelles en matières secondaires. Cette prise de conscience, elle a augmenté auprès des pouvoirs publics. Elle s'est renforcée, selon moi, auprès des entreprises depuis environ 4 ans. Et plus précisément, effectivement, il y a eu l'année dernière, enfin cette année, parce que ça a été définitivement validé cette année, le Critical Raw Materials Act, qui indique que 25% de nos besoins à l'horizon 2030 devraient, c'est malheureusement qu'un objectif, être issus du recyclage. Donc il y a une prise de conscience, je dirais, dans un premier temps, pour des enjeux géostratégiques et de résilience et de souveraineté. Parce que, encore une fois, ajouter à un flux de matières primaires des flux de matières secondaires, c'est
une diversification des approvisionnements. C'est une façon d'échapper à certains goulets d'étranglement, chinois pour ne pas le citer, notamment, il n'y a pas que lui. Précisément, donc vraiment c'est sur cet angle-là que les choses, pour moi, ont particulièrement éveillé les consciences. Il y a par ailleurs l'enjeu écologique. Aujourd'hui, un métal issu du recyclage, alors ça dépend des métaux, mais toutes sortes d'études sont produites qui indiquent qu'un métal issu du recyclage, pour sa production, permet d'émettre 50, 60, 70, 80% de moins de dioxyde de carbone qu'un métal issu de la mine. Et donc, évidemment, que l'enjeu écologique également est fort. Et puis, l'enjeu est réputationnel pour les entreprises. Alors, à titre personnel, j'ai créé une société d'intelligence minérale et je me retrouve régulièrement devant des industriels depuis environ 1 an, auprès desquels j'essaie de percevoir, comprendre quels sont les enjeux des métaux stratégiques pour eux. Je dirais que 50% ne sont pas vraiment au courant du sujet ou le connaissent un peu mais n'ont pas spécialement agi. 2 filières ont particulièrement agi, c'est la filière batterie de voitures électriques et voitures électriques en général, la filière aéronautique, compte tenu notamment de l'accélération nécessaire de la transition écologique pour le secteur de l'automobile et compte tenu de l'importance économique de la filière aéronautique en Europe et en France en particulier. Et puis il y a un ventre mou, 20% je dirais d'entreprises qui ont conscience du sujet mais n'ont pas vraiment fait grand-chose. Donc peu d'acteurs qui ont commencé, un ventre mou de 10-15% qui ont conscience du sujet, ont mis en place des premières mesures mais faibles, et puis à mon avis le reste qui ont conscience du sujet mais n'ont absolument rien fait, voire n'ont pas conscience du sujet. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans 50% des cas, quand je les rencontre et quand je leur parle, le sujet qui revient, c'est celui de l'économie circulaire. Et c'est un point d'étonnement que j'ai, qui est de constater que dans 50% des cas, il est posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut avoir davantage recours à du matériau issu du recyclage, soit en boucle courte, soit au contraire en boucle longue. Donc boucle longue, c'est on va chercher le matériau partout où c'est possible, y compris dans des territoires éloignés. Et puis les boucles courtes, c'est comment est-ce qu'on on met en place au sein d'une entreprise, de notre entreprise, ou d'un écosystème très resserré, sur des territoires généralement assez resserrés, des filières de récupération, de façon à ce que l'on recycle ce que l'on produit, que ce qu'on utilise, et qu'on le réutilise ce qu'on le recycle. Donc évidemment, la boucle courte répond à ces 2 objectifs-là. Et donc, j'ai l'impression, j'ai ce sentiment, et que depuis quelques années, compte tenu de la prise de conscience de l'enjeu des métaux stratégiques, la question du recyclage s'invite avec davantage de force. Est-ce que véritablement la situation a changé? Alors, il y a eu des tas de lois et de réglementations qui ont été passées. On a mentionné le Critical Raw Materials Act, mais il y a également le règlement batterie, qui a été passé en 2023, qui fixe des objectifs à 2031 et à 2036. Alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête, peut-être que vous les avez, mais je crois que pour le lithium et le cobalt, c'est autour de 6, 7, 8, 10% de lithium qui doit, à l'horizon 2031, être issu du recyclage et être réincorporé dans les batteries. Donc, ça veut dire qu'en 2031, il faudra que 8, 6, 10% du lithium qui soit dans les batteries soit lui-même issu du recyclage. Donc, c'est bien plus ambitieux que le fait de dire il faut que ce lithium soit recyclé, il faut qu'il soit ensuite réincorporé avec ce seuil-là. Et par ailleurs, d'autres réglementations qui sont relatives, par exemple, je pense à l'échelle européenne, une directive éco-conception pousse dans la direction du recyclage de facto, puisque éco-concevoir, c'est par définition permettre davantage le recyclage in fine des métaux stratégiques. Aujourd'hui, les industriels, je dirais, s'y intéressent. Quand on regarde certains chiffres de recyclage de métaux stratégiques, ils n'ont pas beaucoup évolué depuis 2018. Les terres rares se recyclent guère plus, à mon avis, qu'elles ne se recyclaient déjà, qu'elles ne se recyclaient pas, en l'occurrence, en 2018. Rhodia, devenu Solvay, en 2018, avait fait l'annonce qu'il voulait se lancer dans le recyclage de certaines terres rares permettant de fabriquer les luminophores. Ça a fait long feu. Il n'est plus été question aujourd'hui de recycler ces terres rares, alors que pourtant ça avait été annoncé en grande pompe par Solvay. Donc, d'une manière générale, vous avez une prise de conscience géostratégique, vous avez des questionnements d'entreprise, mais quant à la mise en place concrète avec des résultats chiffrés probants aujourd'hui, je dois vous dire que si on a gagné quelques pouillèmes, je pense qu'on peut peut-être le chiffrer de cette manière-là, mais que finalement, les véritables gains chiffrés restent pour moi à démontrer.
Et c'est là que la réglementation arrive. Parce qu'en fait, aucun industriel, pour des raisons strictement économiques, n'a véritablement intérêt à produire du recyclage. Et finalement, c'est là qu'arrive la loi, c'est-à-dire qu'en fait, la loi, en fixant des objectifs avec des sanctions à la clé, eh bien, en fait, crée une économie artificielle du recyclage. C'est-à-dire, en fait, que la loi organise une fiscalité qui, en fait, permet de rendre plus compétitif le métal issu du recyclage, ou en tout cas de rendre moins compétitif le métal issu de la mine. La raison est simple, si vous ne respectez pas les seuils que je fixe à l'horizon 2031 ou 2036, eh bien en fait, la sanction financière est telle que ça vous coûtera beaucoup plus cher que si jamais vous aviez mis un peu plus d'argent sur la table pour pouvoir avoir recours à des matières premières qui soient recyclées. Donc la seule solution que je vois aujourd'hui à un dynamisme plus évident du recyclage, c'est la loi qui en fait artificiellement organise la compétitivité de la matière secondaire, ou en tout cas la non-compétitivité de la matière primaire, avec des seuils qui vont progressivement monter. Mais on a vu ça sur le polyéthylène de téléphtalate qui permet de fabriquer un plastique pour les bouteilles en plastique. Il a fallu fixer des seuils de recyclage et de réutilisation de ce qui est recyclé. Et de la sorte, certains industriels en fait se sont rués vers la matière recyclée. Ils ont été même prêts à payer des premiums sur la matière recyclée parce que c'était leur seule façon en fait de respecter les termes de la loi. Et bien en fait, c'est ce qui va se passer progressivement sur le recyclage. C'est-à-dire qu'on va voir en fait des industriels devoir être forcés d'organiser des filières, et c'est ce qu'escompte en fait la loi, le législateur, pour en fait pouvoir respecter ces objectifs chiffrés, et quitte à payer peut-être même demain des premiums pour pouvoir avoir accès en priorité à cette ressource, faute de quoi le coût de la sanction, lui, est rédhibitoire. Donc aujourd'hui, je vois plutôt les choses s'organiser de cette manière-là, mais je ne vois pas le marché encore, faute d'un environnement qui soit stable, c'est-à-dire avec des cours qui soient visibles sur le long terme, avec des technologies qui soient stables sur le long terme. Et Monsieur François, vous l'avez dit, en fait, la disruption est un frein à l'innovation. C'est complètement paradoxal. La disruption dans le secteur des batteries est un frein à l'innovation dans le secteur du recyclage. Pourquoi mettre des millions sur la table aujourd'hui si je ne suis pas sûr que le lithium, le cobalt, le nickel seront véritablement stratégiques demain et utilisés précisément pour ces filières-là? Et donc ça pose toute une difficulté, effectivement, à l'établissement d'une filière de recyclage sur le long terme. Mais donc la loi pousse les industriels dans cette direction-là, parce que je ne vois pas aujourd'hui le marché s'organiser lui-même. Je terminerai juste sur un chiffre. Je n'ai pas répondu à toutes les questions, on y reviendra. Et je voulais surtout vous laisser également, messieurs François et Burnand, répondre. Mais c'est que c'est un chiffre qui est passionnant, qui est produit par Deloitte dans le Circularity Gap Report dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, l'économie circulaire en chiffres baisse aujourd'hui. C'est-à-dire que nos économies circulaires sont moins circulaires en 2023 qu'elles n'étaient en 2019. Elles étaient en 2019 autour de 10% de circularité et elles sont tombées en 2023 à 7,8%. Je crois que c'est le chiffre. Pourquoi ? Parce qu'on parle toujours plus de circularité. Donc comment ça se fait que paradoxalement, eh bien en fait, la circularité des ressources baisse? Eh bien parce qu'en fait, nous sommes dans un monde où nous consommons toujours davantage de ressources non renouvelables issues du sous-sol, et le taux d'accélération de l'extraction minière est plus rapide que le taux de recyclage de cette extraction minière. Et donc finalement, nous recyclons davantage en volume, mais en pourcentage, compte tenu du fait que nous accélérons également l'extraction, pour ne pas dire l'extractivisme, eh bien en fait nos économies sont moins circulaires qu'aujourd'hui, qu'elles ne l'étaient donc par rapport à 2010. Ça pèse de près d'1% par an depuis 2019. Pardon. Donc quant à répondre à la question de savoir si on est dans la bonne direction, j'ai envie de vous dire qu'on ne prend pas le chemin d'un monde circulaire. En tout cas, les chiffres de Deloitte sont éloquents à ce propos. Je vous remercie. À qui je donne la parole, Frédéric? D'accord, allez-y. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, beaucoup de choses. Merci Guillaume Pitron pour un certain nombre d'éléments importants. Juste, je reprendrai celui concernant ce point que vous avez évoqué sur les obligations d'incorporation de matières recyclées imposées par la réglementation qui permettrait, excusez-moi de l'utiliser au conditionnel, parce que je vais venir en effet à la raison pour laquelle j'utilise le conditionnel, qui donc aiderait, n'est-ce pas, à l'industrie du recyclage et lui ouvrirait des champs nouveaux avec en effet une augmentation de la demande de matières recyclées. Et vous avez cité, Monsieur Pitron, l'exemple du PET, les fameuses bouteilles d'eau, qui est donc du polyester. Hein, c'est une matière qui est bien connue par tous et qui, effectivement, déjà aujourd'hui, d'ailleurs, atteint de très bons chiffres de recyclage.
Mais justement, la réglementation européenne, effectivement, en 2019, a imposé un taux d'incorporation de PET recyclé dans les bouteilles d'eau de 25% en 2025. Vous avez raison en disant que momentanément, c'est-à-dire dans les années 2020, 2021, 2022, il y a eu une agitation chez les producteurs d'eau, voilà, les différents embouteilleurs, etc., pour chercher du PET recyclé pour s'assurer d'être en capacité de produire ces bouteilles contenant du plastique recyclé en 2025. Mais malheureusement, voilà, nous ne sommes pas seuls dans le monde. L'Europe est ouverte au monde. Nos amis asiatiques sont très au courant de ce que l'Europe décide. Et cette décision d'incorporation de matières recyclées en Europe, ils ont carrément organisé des conférences au Vietnam, en Indonésie. Le titre de la conférence, c'était « Comment profiter, nous, Vietnamiens, Indonésiens, de ce marché merveilleux que l'Europe crée de matières recyclées chez elle et que nous, nous allons évidemment profiter ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. À partir de l'année dernière, nous avons été envahis en Europe par du PET recyclé, bon, soi-disant, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup trop de moyens d'aller vérifier sur place si c'est vrai. Mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire que oui, la réglementation européenne dit il faut mettre du recyclé dans les objets européens. Voilà, par exemple, ici, cet exemple du PET. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises de recyclage du PET en Europe sont en train de fermer les unes derrière les autres. C'est ça la réalité. Parce que en même temps, on a été voir, nous, à Bruxelles, on a été voir la DigiTrade, hein, la Direction Générale du Commerce, en lui disant « Mais vous avez bien compris, là, ce qui se passe vous voyez un petit peu l'effet retour, là, l'effet contre-productif de vos décisions. Ah oui, mais nous, c'est pas nous. Nous, la DG Commerce, c'est pas notre affaire. Nous, l'affaire de la DG Commerce, c'est de dire les frontières sont libres, ouvertes, et le commerce international est libre et non faussé, doit être free trade. Voilà. Bon, ok. Vous voyez donc un élément très concret qui montre que, oui, l'Union européenne était là particulièrement pétrie de bonnes intentions. Ça paraît une évidence. Mais la réalité, c'est l'effondrement, tout simplement, des entreprises de recyclage de PET en Europe, qui pourtant étaient florissantes. Une entreprise comme Paprec, que vous connaissez peut-être, hein, c'est un nom assez fameux, je pense, en France, une très belle réussite dans ce secteur, précisément pas seulement du papier recyclé qui était son origine, mais aussi justement du PET. Et vous citiez, madame, l'entreprise Suez, ils ont une co-entreprise ensemble. Quand ils ont vu en 2019 cette réglementation sortir, ils ont sorti leur carnet de chèques et ils ont agrandi leur usine. Voilà, à Limay, hein, près de Porcheville. Voilà. Et ben, la capacité de production qui a été mise en place à cette occasion et des millions d'euros qui ont été investis, ça ne tourne pas. Voilà, vous comprenez ? Bon, donc, mettre en place des obligations d'incorporation, c'est une bonne idée. Mais si de l'autre côté, voilà, on n'a pas un mécanisme régulateur en aucune sorte, eh bien, c'est nos amis asiatiques qui en profitent, asiatiques entre autres, hein, mais les Américains ne sont pas stupides non plus, voilà, profiter de cette opportunité que l'Europe leur offre sur un plateau. Venez apporter vos matières recyclées. Et évidemment, nous, on ne peut pas être en compétition avec eux, parce que si c'est les États-Unis, ils ont un prix de l'énergie qui est 4 fois moins grand que le nôtre. Et si c'est en Asie, ils ont évidemment tout un tas de considérations environnementales et sociales qui ne sont pas les nôtres. Donc on ne peut pas être en compétition avec eux. On a beau faire, on ne peut pas. Bon. Et donc ce que je viens de dire sur le PET, qui est vraiment... Et je comprends bien, Monsieur Pitron, que vous ayez utilisé cet exemple, mais justement, cet exemple, il s'est complètement retourné l'année dernière au détriment de nos entreprises. Ça va être pareil avec les métaux critiques si on n'a pas une ouverture d'esprit politique pour comprendre ce qui se passe. Bon, je ferme cette question, ce point, parce que c'est vraiment un point essentiel, vous le comprenez bien, puisque là, il y a une contradiction politique forte. Hein, bon. Vous avez dit, madame, concernant effectivement les territoires insulaires, je pense que votre question est très importante parce que
En effet, le transport, et M. Burnand l'a dit tout à l'heure, hein, les batteries en elles-mêmes, véhicules ou petits objets utilisant des batteries au lithium, c'est extrêmement dangereux, hein, puisque c'est des sources d'incendie, c'est des véritables bombes incendiaires. Nous, c'est comme ça qu'on les appelle dans la profession, parce que quand le feu démarre, hein, on en discute avec les pompiers, c'est pas un feu normal, hein, c'est un feu qui est d'une violence, d'une puissance thermique colossale. Et ça, on n'a jamais vu ça dans la profession. Dans la profession du recyclage, on connaît les incendies, on en a déjà eu beaucoup, mais avec cette puissance qui fait que même les pompiers eux-mêmes ont peur, hein, de ce qui se passe quand ça démarre, bon, c'est autre chose. Donc, typiquement, ce qui devrait être mis en place à des niveaux insulaires, c'est ce qui se fait déjà en Europe et dans un certain nombre de pays dans le monde. C'est de broyer les batteries, c'est ce qu'on appelle une opération qui va permettre de sortir la matière, alors ça c'est un nom un peu bizarre, ça s'appelle la black mass, bon, masse noire, bon, voilà, qui est en fait, si vous voulez, la batterie en elle-même est dangereuse, mais si vous la broyez et que vous séparez les différents éléments constitutifs de la batterie qui sont la boîte finalement, hein, la boîte qui est partie métal, partie plastique, vous voyez, l'opération de broyage et de préparation de cette masse noire, en fait, isole le concentré de métaux, justement, dont nous parlons ce matin, hein, de métaux critiques, donc lithium, cobalt, nickel, quand il s'agit de batteries de la première génération, maintenant lithium, fer, phosphate, ce que je disais tout à l'heure. Bon, voilà. Et ça c'est une matière alors qui, bien entendu, retrouve toujours les problèmes de convention de Bâle que vous avez cités, c'est tout à fait clair, mais qui, du point de vue quantité, masse, volume, transport, sécurité du transport, ne pose absolument pas les problèmes que posent les batteries. Donc, typiquement, enfin, vous voyez, et ça, cette opération qui consiste à broyer et à sortir cette masse de matière critique indépendamment de la batterie elle-même, c'est quelque chose qui, en termes d'investissement, est léger. Enfin, je veux dire, c'est raisonnable et on peut, vous voyez, voilà, franchir là un certain nombre d'obstacles que vous avez très justement cités. Concernant les éléments, M. Pitron aussi, dont vous avez parlé et qui ont été évoqués par deux personnes qui sont intervenues précédemment, sur la question des boucles courtes et des boucles longues. Alors ça, c'est vraiment fondamental parce que si vous regardez un certain nombre d'éléments, je pense par exemple au petit électroménager. Je pense que tout le monde dans cette salle sait que l'essentiel du petit électroménager qu'on consomme, excusez-moi, en Europe, est produit en dehors de l'Europe, et en particulier dans les pays asiatiques. Donc la notion de boucle courte, elle ne peut fonctionner que si nous avons des constructeurs à proximité. Mais nous n'en avons pratiquement plus dans le domaine de l'électroménager. Donc, il y a quand même une division internationale du travail qui s'est mise en place, alors que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, mais qu'on a quand même, porté, je crois, tous ensemble, au cours de ces 40 dernières années, une division internationale du travail qui fait que, pour un certain nombre d'équipements que nous utilisons ici, que nous consommons ici, et que nous recyclons ici, il faut que la matière que nous en sortons reparte là où elle est, nécessaire pour produire les nouveaux appareils que nous achetons. Et ça, c'est une boucle longue qu'on peut critiquer en disant « Ah oui, mais alors, bon, il faut du transport. » Je suis désolé, le transport par bateau ne coûte rien. Je veux dire, en termes d'impact carbone, le transport par conteneur et par gros bateau entre l'Europe et l'Asie, c'est quand même quelque chose qui ne coûte pas grand-chose en termes d'empreinte carbone. En revanche, imaginez que demain, on va remettre en Europe une industrie de construction du petit appareil électroménager. Enfin, moi, j'y crois pas. Je ne pense pas qu'on va y arriver. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, se concentrer sur ce qu'on sait faire et qui est de la haute technologie. Les réacteurs nucléaires, les réacteurs d'avion, oui. Vous voyez, ce type, voilà. Et puis demain, l'armement, puisqu'on en parle beaucoup, évidemment, où là aussi, on a besoin de matériaux critiques. Ça, oui. Là, on a des technologies, on a des entreprises qui ont une compétence et qu'il faut développer. Voilà. Bon, je vais m'en arrêter là pour ces déjà premiers éléments, mais je passe la parole à M. Burnand. Oui, parmi les questions qui ont été posées, il y a la question du rôle des REP, donc responsabilité élargie du producteur. Donc la loi AGEC est venue profondément modifier notre écosystème, a fait un certain nombre d'avancées, notamment en introduisant ces systèmes d'éco-modulation, c'est-à-dire que vous
pouvez mettre un bonus-malus pour favoriser notamment l'incorporation de matières recyclées, mais également la recyclabilité. Donc ça, ce sont des outils qui sont extrêmement positifs. Maintenant, quand on fait un bilan, je vais prendre un ou deux exemples, notamment sur la REP sur les déchets de la construction, dite PMCB, c'est un véritable carnage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une transcription de la loi, il y a eu un certain nombre d'agréments, et aujourd'hui, on est dans une pagaille noire. C'est-à-dire que chaque éco-organisme s'est lancé avec son organisation contractuelle différente, avec ses systèmes d'information différents. Et aujourd'hui, on est le contre-exemple total du désastre de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a introduit de la complexité, de la suradministration, enfin, administration non intéressante. Enfin, on a dû embaucher des gens dans les entreprises pour saisir les données des différents éco-organismes qui ne sont forcément pas les mêmes. Et on a fait rentrer dans le jeu les distributeurs de matériaux qui n'avaient rien demandé, alors que nos entreprises avaient toutes les capacités. Enfin, on a des exemples en France où le système des REP, il est complètement... Voilà, il ne fonctionne pas. Et du reste, c'est ce qui est ressorti de la mission d'évaluation qui a été demandée par Elisabeth Borne, qui a fait un constat extrêmement sévère des REP à la française. Et du reste, nous, quand on est au niveau international, européen ou international, on dit... attention, le système des REP à la française, c'est vraiment pas ça qu'il faut mettre en avant. Donc, ce qui est dommage, parce que la France a quand même une certaine fierté et devrait être à l'avant-garde. Et donc, on a travaillé avec le Sénat sur effectivement une proposition de loi de réforme du système des REP qui est largement inspirée de cette mission d'évaluation. Et c'est absolument indispensable. Il faut aujourd'hui aligner je dirais, les énergies des différentes forces vives. Les économistes doivent être un catalyseur de l'économie circulaire, un aidant doit être au service de l'économie circulaire. Or, on a des tas d'exemples où eux, ce qu'ils recherchent, ils ont pas les incriminés, ils respectent un cadre tel qu'il a été défini par la loi, ils mettent en concurrence nos entreprises, et bien souvent, les déchets à valeur, ils quittent la France, parce qu'effectivement, nos entreprises implantées en France, elles ont quand même un certain nombre de handicaps, de surcharge administrative que toutes les entreprises françaises ont, malheureusement. Il y a l'histoire du prix de l'énergie, il y a tout un tas d'autres contraintes sur les salaires, etc., qui fait que l'éco-organisme, quand il va mettre en concurrence, il va trouver un certain nombre d'entreprises pour envoyer les matières premières en dehors de France. Donc ce système des REP, et je rejoins Guillaume Pitron quand il parle d'une économie artificielle, voilà, faut savoir ce qu'on veut, mais en tout cas, on a entre les mains un outil, on a passé 1h30 avec le MEDEF hier soir pour expliciter cette PPL qui est portée par le Sénat, elle est absolument indispensable. Donc on a, je dirais, un moment historique de rencontre, d'aligner au profit des entreprises, que ce soit les metteurs en marché, que ce soit les entreprises de recyclage, pour effectivement refaire ce qu'on pourra faire dans les limites qu'évoquait Olivier François. Parce que je vous donne juste un exemple. J'étais, au dernier congrès international, on était à Singapour, j'ai visité une usine de recyclage de batteries. Ils recyclent à 100% les batteries. Il n'y a pas un gramme de lithium qui ressort. L'eau, c'est l'eau distillée qui ressort à la sortie. Ils ont 10 ans d'avance. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure on sera en capacité de rattraper ce retard. Quand on échange dans les couloirs avec les gens qui font du négoce, ils nous disent, mais les unités de recyclage asiatiques, elles vont pouvoir vous racheter votre black mass mieux que les Européens. Donc il faut être lucide sur cette réalité, sur cette guerre économique qui est devant nous, sur ce fait qu'on a des États souverains qui aident énormément leur industrie, comme la Chine et les États-Unis, et que l'Europe, elle est à la traîne. Aujourd'hui, enfin, on était à la convention du MEDEF, une trilatérale avec l'Italie et l'Allemagne, c'est alerte rouge, quoi. Donc voilà, on a une opportunité sur ces sujets-là, à mon avis, de construire un truc intelligent. Il faut nous écouter. Enfin voilà, François Escoffier, notre président, qui regrette parce qu'il est au fond de son lit avec la grippe, 40 degrés ce matin, mais je sais qu'il a beaucoup d'affection pour le Sénat. Il voulait vraiment être là, et par amitié par Jean-François également, et puis pour l'ensemble d'entre vous. Voilà, on a ce principe de réalité et on a une opportunité, on a une fenêtre de tir pour sortir par le haut au niveau de la France et de faire effectivement cette loi AGEC, faire un certain bilan et amener quelque chose qui soit dans l'orientation industrielle. Parce que la loi AGEC, elle était beaucoup environnementale et aujourd'hui, c'est aussi les exemples de ce qu'on a tiré d'expérience de la crise Covid. Il y a cette question de la souveraineté. Et effectivement, des ressources, on les a sur notre territoire. Est-ce qu'on saura les garder? C'est un défi qu'on a entre nous. Et on compte sur vous pour, en tout cas, accompagner cette réforme de la loi. Merci. Je vais donner la parole à Alexandre Ouizille. Oui,
Bonjour, merci beaucoup. Bon, vous avez finalement répondu à beaucoup de mes questions, parce que mes questions portaient justement sur la manière dont les choses se passent d'un bout à l'autre du monde. Juste une précision. Donc ce que vous dites, c'est que sur les gisements, prenons l'exemple du plastique que vous avez donné, pour aller au bout de l'explication, sur le gisement que nous produisons de plastique recyclé dans nos centres de recyclage, il y a une grosse partie qui aujourd'hui repart aussi en Asie pour être traitée et qui revient en Europe, ou quand même aujourd'hui ça c'est exploité dans des usines en Europe. Peut-être juste avoir sur ce point-là votre juste et juste là-dessus, ça vous embête, Monsieur le Président, juste une réponse rapide Allez-y. Ouais. Oui. Pardon. Justement, le modèle économique qui avait été mis en place par des sociétés, comme je citais tout à l'heure, Paprec, Suez, voilà, c'était, non, c'est bien entendu, ou Nord-Palplast dans le nord de la France, etc., c'est vraiment d'utiliser le PET qui est recyclé vraiment sur place, en boucle courte. Nord-Palplast dans les Hauts-de-France, boucle courte avec cristalline. Je pense que cristalline, hein, c'est quelque chose que tout le monde connaît un peu, les bouteilles d'eau, bon, bah, ça va directement chez Cristalline. Donc ça va pas, non, là, le plastique, enfin, nous, on avait ce concept. Nous, dans l'entreprise, voilà, on était... Mais aujourd'hui, j'entends le concept et je le partage évidemment. La question, c'est quelle est la réalité aujourd'hui de ce qui sort de centre de tri. Vous dites que malheureusement, ce que vous dites, c'est qu'il y a une grande part qui part. C'est-à-dire que justement, les consommateurs, c'est-à-dire des entreprises qui sont les embouteilleurs, hein, ceux qui, ils font appel, évidemment, vu les prix, le différentiel de prix tellement intéressant de ce qui vient de l'Asie, par exemple, font appel à la matière, aux polymères venant d'Asie. Hein. C'est ça qui se passe. Et nos installations tournent ou alors à très très bas régime, en dessous de 50% de leur capacité de production, il faut le savoir, hein, ou bien sont à l'arrêt. Voilà, c'est ça. Et juste une question sur d'autres métaux stratégiques. J'ai été chez Nexans à Lens il n'y a pas longtemps pour aller voir leur coulée continue, et notamment le fait qu'ils font un investissement aujourd'hui très important de l'ordre de 100 millions d'euros pour permettre que du cuivre recyclé rentre dans le process de production de manière massive, de l'ordre de 40% en objectif 2030-2035, je crois, ou quelque chose de cet ordre-là. Ma question, c'est est-ce que pour vous, sur l'endroit où les freins sont principalement, est-ce que le frein il est principalement que dans nos processus industriels, on a du retard et donc notre capacité même à incorporer métaux par métaux des produits recyclés comme chez Nexans pouvait être en cause tant que la nouvelle technologie n'était pas implémentée, ou est-ce que le sujet c'est la captation du gisement et donc la capacité à fournir à ces industriels suffisamment de gisements à partir de ce qu'on produit dans le territoire national. Et puis il y a le troisième sujet que vous avez évoqué qui est la concurrence internationale, mais ça vous l'avez exprimé de manière très claire. Et voilà, donc pour comprendre un petit peu, pour vous, peut-être que ce n'est pas pareil d'ailleurs d'un métaux à l'autre, mais qu'on comprenne un petit peu quels sont les freins. Ce que m'expliquait aussi Nexans sur le cuivre, c'est que en plus, les zones d'extraction sont de plus en plus pauvres. C'est-à-dire qu'avant, il fallait 100 tonnes pour en produire 2 de cuivre. Aujourd'hui, il en faut 200 pour en produire 2. Donc il y a un appauvrissement en plus des gisements donc, qui renforce l'intensité de la question stratégique sur le recyclage. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, pour comprendre un petit peu où en est l'appareil industriel sur ces sujets. Merci. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Damien Michalet. Merci Président, merci à tous les trois. Alors, mon intervention rejoint celle de mon collègue pour parler peut-être en amont du sujet des câbles. Aujourd'hui, en France, on a, me semble-t-il, un vrai gisement. On est attaché dans cette commission à parler fibre et numérique. Et donc, qui dit fibre dit remplacement de nos cuivres, dit décommissionnement de nos câbles. On le sait, on a une filière qui n'est pas tout à fait organisée. En amont même de ce qui était évoqué précédemment, on est en capacité, on a des outils industriels qui permettent d'aller jusqu'au granulat de cuivre. On a des industriels qui savent traiter. On n'est pas sur des sujets qui sont hyper consommateurs d'énergie. Donc, on est en capacité d'être rentable. Et on a sous nos pieds un vrai potentiel, en tout cas autour du cuivre. On le sait, à partir de 2030, on ne sera plus en capacité de créer au niveau mondial des exploitations qui viendront équilibrer la demande. Ça veut donc dire que ça passe par le recyclage. Aujourd'hui, nos câbles, on les vend tels quels, on les tire, on les vend principalement
en Asie, mais aussi un peu en Europe, parce qu'on a quand même quelques pays européens qui sont organisés spécifiquement sur les câbles. En France, on ne l'a pas encore fait. Alors, mes questions seraient les suivantes. D'abord, quand on parle décommissionnement, on a le décommissionnement, on a effectivement Orange, mais on n'a pas qu'Orange, on a aussi la SNCF, on a aussi Enedis, on a un vrai potentiel. Est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut légiférer en amont, c'est-à-dire dire les câbles, pour qu'ils partent de chez nous, peut-être qu'il faut imaginer quelque chose et que le législateur a un rôle à jouer. C'est la première chose. Est-ce que vous pensez qu'on a un rôle à jouer en amont pour qu'on ne distribue pas trop vite ce potentiel qu'on a sous les pieds? La deuxième chose, c'est on a les outils industriels, on a la capacité, mais la filière n'existe pas, pour aller jusqu'au granulat, j'entends. Est-ce que là, vous avez, vous, rencontré des industriels qui sont en train de s'organiser? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en capacité et que peut-être il faut accélérer, cette filière industrielle, encore une fois, en amont? Et voilà. Merci à vous pour vos réponses. Merci. Je vais donner la parole à Hervé Gillet. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste pour m'éclairer, vous avez peut-être un peu abordé le sujet, mais qu'en est-il aujourd'hui de la stratégie européenne? Parce que nous nous posons effectivement des questions par rapport à notre pays, mais il semble évident qu'aujourd'hui, ce sujet devrait être une approche vraiment stratégique à l'échelle de l'Europe et qu'on puisse avoir des éléments d'équilibre au niveau des différents pays de la communauté européenne pour essayer de qualifier et de fiabiliser toute la filière, mais à l'échelle de l'Europe, véritablement. Ce n'est pas uniquement à l'échelle de notre pays qu'on aura effectivement toutes les solutions. Et bien évidemment, il y en a sans doute d'autres qui sont plus vertueux d'ailleurs. Et à ce sujet, il serait intéressant d'y regarder d'un peu plus près. Et puis à ce moment-là, de promouvoir les stratégies et les filières qui sont les plus efficaces. Avant de donner la parole à nos invités, y a-t-il d'autres prises de parole? Jacques Fernic, oui, bien sûr. Pour compléter effectivement ce que dans le même ordre, dans le même esprit que ce que disait Hervé Gillet, effectivement, il y a la directive 4 sur les déchets de 2008, on a le paquet économie circulaire, donc celui de 2015 et celui de 2020. On a vu, donc il y a eu la mission d'information et le travail sur le bilan, on va travailler dessus ces mois-ci au Sénat sur le bilan de la GEC et des REP à la française. Vous avez dit le carnage de PMCB, donc bâtiment construction. Est-ce que dans l'analyse de la façon dont les partenaires européens de taille comparable ont de transposer et de mettre en musique à leur façon leur trajectoire vers les objectifs européens, est-ce qu'on a vraiment des trajectoires intéressantes qui se dégagent significativement? Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Je n'en vois pas, donc messieurs, je vous donne la parole. Qui se lance? Allez-y. Merci, puisque en effet beaucoup de questions, merci beaucoup, ont eu trait en effet à la dimension européenne qui en effet, et vous l'avez parfaitement dit, et c'est à juste titre, est essentiel, parce qu'aujourd'hui vous n'avez plus en France d'entreprise d'électrolyse à ma connaissance du cuivre. Je veux dire, or pour obtenir du cuivre à 99,99 qui permet effectivement de faire les applications industrielles, il faut passer, et là vous avez Aurubis en Allemagne, vous avez Boliden en Suède, il reste quoi? Voilà, une poignée. Vraiment, quand je dis une poignée, c'est même moins que le nombre de doigts sur une main d'entreprises en Europe qui sont capables de faire la transformation du cuivre. Mais justement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, et là je voudrais effectivement répondre aux interrogations sur les problèmes d'exportation qui ont été soulevés tout à l'heure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seuls 5 à 6% des métaux non ferreux que nous produisons en recyclé sortent de l'Union européenne. Alors je ne veux pas dire que c'est rien. 5 ou 6%, c'est 5 ou 6%. Enfin, c'est tout. Non, parce qu'on nous accuse souvent de « Ah ben vous, les recycleurs, finalement, vous vendez les métaux recyclés à l'extérieur de la France. »
mais tout part dans l'Union européenne. Parce que vous allez dans des pays, je disais tout à l'heure l'Allemagne, vous avez, je disais Boliden en Suède, Aurubis en Allemagne, mais vous avez en Pologne, par exemple. Moi, j'étais très surpris. Récemment, j'ai rencontré nos collègues, nos confrères du recyclage en Pologne. La fédération du recyclage en Pologne fait partie de la fédération des mines en Pologne. Parce qu'en Pologne, la mine, ça a du sens. C'est une activité industrielle qui est encore florissante, très importante. Voilà. Et nous, en France, bah non. Je veux dire, non, c'est sûr. Ça, l'activité minière en France, c'est pas top. Bon. Donc, il faut vraiment que cette information soit bien disponible pour vous. Voilà, ce qui est en métaux non ferreux, ce qui est exporté, donc aluminium, cuivre principalement, hein, c'est ça dont on parle, c'est 5 à 6% l'exportation hors Union européenne. Donc on a quand même la chance de concentrer, comme je disais tout à l'heure, vraiment ce potentiel. Et je l'ai dit tout à l'heure pour l'acier inoxydable, quand je dis que l'acier inoxydable qui est nécessaire vraiment à notre industrie de pointe, elle est à 95% produite par des matières recyclées en Europe, c'est vraiment des chiffres importants. Il faut le rappeler, non, parce qu'on nous accuse vraiment fréquemment hein, d'être finalement des exportateurs, de faire de l'argent à l'exportation hors Union européenne et de négliger les intérêts européens. L'industrie du recyclage ne cherche pas cela. Nous cherchons des clients le plus près possible de chez nous. Parce que c'est plus facile de travailler avec des clients proches de chez nous, comme Nexans, ça a été dit tout à l'heure, plutôt que d'aller chercher un Chinois. S'il y a un problème au niveau de la réception de la matière qu'on livre en Chine, je ne vous raconte pas les soucis qu'on a derrière. Donc c'est bon. Enfin voilà, ce point-là, je pense qu'il faut absolument être clair. Maintenant sur le cuivre. Voilà. Alors là, il faut vraiment être extra. Et je vous remercie beaucoup d'avoir cité ce décommissionnement des fils de cuivre passant aux fibres. Mais enfin, regardez, c'est cette question de la bifurcation technologique. On en a encore peu parlé, mais M. Pitron en a parlé tout à fait dans sa toute première phase d'introduction tout à l'heure. Il faut vraiment garder ce point à l'esprit. Et c'est ce qui pose des problèmes aux législateurs. C'est que l'industrie, de façon régulière, elle vit des bifurcations. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle dit « Non mais là, je n'utilise plus cette matière-là. Je ne l'utilise plus, parce qu'elle est trop chère. Elle est devenue trop rare, elle est donc devenue trop chère. Je passe à autre chose. Je passe à la fibre, par exemple. Mais regardez les câbles haute tension. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que les câbles haute tension hein, qui peuplent nos paysages, est-ce que vous croyez qu'ils sont faits en cuivre? Mais il y a longtemps qu'ils ne sont plus faits en cuivre. Ils sont faits en aluminium. Parce que le cuivre, c'est un métal intéressant parce qu'il est conducteur électrique. Mais l'aluminium, il est presque aussi parfait en termes de conducteur électrique que le cuivre. Et donc, si vous voulez, enfin moi, c'est une interrogation que je me pose. Ça fait 40 ans que je travaille dans ce secteur. Je ne comprends pas. Le cuivre n'est pas cher encore aujourd'hui. Il faut croire. Je veux dire, quand j'en parle aux constructeurs automobiles, je leur dis, mais enfin, je ne comprends pas. Vous mettez des kilos de cuivre encore dans des tas de câbles dans votre voiture, mais enfin, vous pourriez passer à l'aluminium. L'aluminium, c'est le deuxième métal le plus abondant de la croûte terrestre. C'est autre chose que le cuivre. Et ça coûte beaucoup moins cher. Donc, et ça conduit l'électricité presque aussi parfaitement que le cuivre. Quelle est la logique de continuer avec du cuivre dans tout un tas d'applications d'électroménager? C'est absurde. C'est absurde. Et à chaque fois que j'en parle avec des constructeurs, ils disent oui, mais il faudrait qu'on change nos fabrications, nos méthodes de soudage, etc. Mais c'est vrai. Mais enfin, je veux dire, il y a des secteurs industriels, celui des câbles haute tension, qui ont vécu cette bifurcation. Je suis sûr que ça va se produire. Et justement parce que le cuivre, en effet, devient, vous l'avez dit tout à l'heure, les taux de cuivre dans les meilleures mines du monde, aujourd'hui, c'est 0,5%. C'est ça l'ordre de grandeur. 0,5% de cuivre dans les meilleurs minerais de cuivre du monde. On ne va pas continuer dans cette voie-là. Ça coûte une énergie de dingue. Donc on ne peut pas aller dans cette voie-là. Il faut faire une bifurcation technologique. Et là, qu'est-ce que peut faire le politique ? Mais c'est aider les industriels à faire cette bifurcation technologique. Parce que vous le savez bien, le directeur d'une usine, il a la responsabilité que son usine, elle produise tous les jours ce que l'usine doit produire. Et donc, c'est ça sa responsabilité. Et de passer du cuivre à l'aluminium pour faire des petits câbles qu'on va utiliser dans l'automobile ou ailleurs, il ne le fait pas parce qu'il a autre chose à faire. Voyez ? Et donc, il faut une volonté à la fois politique forte et une volonté de la part des patrons de ces grands groupes industriels manufacturiers pour dire « Allez, on arrête le cuivre et on passe à l'aluminium ». Et ça, c'est... Voilà, je veux dire, parce qu'on est ici ensemble pour parler de ces questions, il faut aussi avoir une vision positive. On peut avoir une action positive, vous et les industriels, mais à condition voilà, de se mettre ensemble et effectivement d'aller dans cette direction, de dire « OK, on fait une bifurcation ». Merci.
Qui veut prendre la parole? Oui, allez-y. Un petit commentaire rapide, je rebondis sur aider des entreprises. Vous savez que voilà, Fédérec est la 100e fédération à avoir rejoint le MEDEF, et c'est très intéressant parce que on est connecté avec à peu près toutes les grandes fédérations du MEDEF, parce que voilà, le recyclage, on s'intéresse aussi bien au textile qu'au plastique, qu'aux métaux, dont on parle beaucoup ce matin, mais à tous les matériaux de manière générale. Et sur la question qui est posée sur est-ce qu'on doit légiférer, la blague, entre guillemets, excusez-moi du terme, c'est de comparer comment les entreprises internationales disent, elles disent, voilà, on veut développer à l'échelle internationale, on va aux États-Unis, tout va très bien, on arrive en Europe, on a un premier sac à dos, et on arrive en France, on a le sac à dos le plus lourd. Donc cet alignement nécessaire pour aider les entreprises, ce qui fait vivre un pays, c'est ces entreprises. Ce qui paye les retraites, ce qui paye la protection sociale, c'est les entreprises. Donc effectivement, je pense qu'il faut bien réfléchir, bien écouter les entreprises qui sont concernées. Comment est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce que c'est la bonne solution? Comment on donne les conditions favorables de développement? Il y a, comme on l'a beaucoup dit ce matin, ce principe de réalité. Et puis globalement, il y a aussi une remise en cause de l'Europe. Enfin, moi, je lisais il y a 20 ans tous les attendus des directives européennes. Il y avait une très belle idée européenne, sociale, environnementale, technologique. On était un grand rêve européen. Et là, ce rêve, il est quand même beaucoup mis à mal. Donc, faut qu'on se ressaisisse. Il y a les Allemands, les Italiens, les Français se disent on a été quand même vachement naïfs. On voit maintenant la marche du monde, la croissance. On parlait de l'inox. La première demande de l'inox, c'est l'Inde. Effectivement, l'Inde est en train de se développer. Donc voilà, ça rejoint pour moi une réflexion à l'échelle européenne. Enfin, on vient bien que nos sujets, ils sont industriels, ils sont européens. Et voilà, la France, voilà, quand même, a aussi ce recul sur elle-même et doit jouer bien évidemment sur cette réflexion globale. Mais voilà, le cœur, c'est effectivement d'aider les entreprises. Merci. Plus d'autres questions? Bien, je remercie nos intervenants. Merci pour la qualité de vos réponses. On a bien compris que ces sujets étaient encore devant nous, qu'il y avait beaucoup de choses à faire, et puis qu'effectivement, il faut non seulement que nous nous mobilisions, mais il faudrait que l'Europe le fasse aussi, pour qu'on ait une politique cohérente en la matière. Voilà, et je vous remercie de votre présence. Merci. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.